Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur mes presque 2 ans avec cette voiture, donc la Hyundai Ioniq, en version plug-in. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call Donc le but de cette vidéo, c'est surtout de vous faire part un peu de mon ressenti au bout de ces presque 2 ans. Voilà, au début, on a souvent un véhicule, on a tendance à être enthousiaste un peu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, moi je vais vous faire mon ressenti, donc voilà, en presque 2 ans, voir comment ça s'est passé, si j'ai eu des éventuels pannes, bugs ou autre chose. Voilà. D'ailleurs, ça tombe très bien, puisque depuis donc début de cette semaine, depuis donc juin 2022, Hyundai a annoncé qu'ils arrêtaient la production donc de cette voiture, donc de la Ioniq, certainement pour laisser la place à sa suivante entre guillemets, hein, qui est la Ioniq 5, qui n'a pas la même philosophie. Mais voilà, ils vont certainement optimiser la chaîne de production pour accélérer peut-être la production de la Ioniq 5. Donc voilà, ce qui fait que ce véhicule-là ne pourra plus être acheté en véhicule neuf pendant un certain temps, le temps que Hyundai vide un peu ses stocks. Et puis donc on pourra principalement que le retrouver sur le marché d'occasion. Est-ce que ça va être favorable au marché d'occasion ou pas? Ça dépendra surtout des gens qui se rendront compte de l'efficience et de l'efficacité de ce véhicule, que pour ma part j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je vais vous dire maintenant à travers cette vidéo un peu voilà mes aventures, tout ce qui s'est passé, ce qui a éventuellement changé, la consommation, est-ce que ça a bougé, voilà. Donc vous n'hésiterez pas à mettre des commentaires là-dessus. Et pour moi, c'est parti. Alors du coup, pour commencer, au niveau de la vie générale, pour ma part, je suis extrêmement satisfait. Ce véhicule, il a répondu à peu près à tout ce dont j'avais besoin. Alors aussi bien au niveau de la conduite pas de souci. De toute façon, les véhicules, honnêtement, ils se ressemblent un peu tous au niveau de la conduite, à part quand on change de type d'énergie électrique thermique. Donc très agréable au quotidien. Pour ma part, il m'a permis de faire des économies, je pense, en essence, hein, la question se pose même pas d'ailleurs. Aucun problème, parce que voilà, au quotidien, si j'arrondis, je fais 50 km. Donc Hyundai a annoncé 60 ou 63 km pour ce véhicule en fonction des publicités. Là où ça fait la différence par rapport aux autres constructeurs, c'est que Hyundai annonce, on va dire, 60 km. Il y a des endroits, je voyais du 50 km sur internet, chose que je n'ai pas trop comprise, parce que en fait, moi, en faisant 50 km au quotidien, mon véhicule sur une température standard, on va dire, ça me permettait de faire donc les 50 bornes, plus il me restait 10 à 12 km de restant, sachant que je fais principalement on va dire que de l'autoroute à 90 km/h. Franchement, à 90%, je fais 90 km/h. Donc, niveau autonomie, la question se pose même pas. Là, d'ailleurs, la voiture, toujours 2 ans, elle est chargée, donc à 99% de restant. Donc, ça indique qu'il reste, voilà, pour tout dire, donc 63 km. Donc, ça n'a pas changé. Le véhicule garde son autonomie au bout de 2 ans. Pas de dégradation à ce niveau-là. Donc moi je suis très content là-dessus. J'ai toujours 900 km d'autonomie, on va dire, en thermique. Bon, ça bougera pas beaucoup au niveau du thermique, je pense. Mais voilà, donc 900 km en thermique, plus rajouter à ça pardon, les 60 km en électrique. Bon, voilà, c'est les résultats est là. Je suis très content, surtout que maintenant au prix de l'essence aujourd'hui, c'est un peu catastrophique, hein, pour les portefeuilles. Pas d'essence au quotidien. Si je vais pas en vacances, grosso modo, je ne consomme, je consomme pas d'essence, quoi. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de justement quand on part en vacances, mon dernier trajet que j'ai fait,
en remontant du ski hein, cette année. J'ai fait plus de 500 km et j'ai dû partir avec donc voiture. J'ai réussi à charger là-bas donc à 100%. Je suis arrivé donc sur Paris. Le véhicule avait, je crois, il lui restait 60% d'autonomie de la batterie, on va dire. Ma consommation était à 5 litres au 100. Je mettrai une photo d'ailleurs, vous verrez. Donc voilà, je trouve difficilement mieux. Surtout je roule à 130 km/h, je roule à la réglementation autorisée, hein, à la limite autorisée, donc 130 dès que possible. Voilà, c'est pour résumer, 5 litres au 100, 130 km/h sur 500 km. Ça vous donne une idée un peu de la sobriété du véhicule. Voilà. Donc, très content au niveau de l'autonomie. Lorsque les températures sont froides, on a eu un hiver un petit peu dur. Pour ce qui est de l'autonomie au niveau électrique, donc toujours sur ma portion à 90 km/h, hein, ça variait, mon autonomie variait entre 45 km et 50 km. Ce qui est très satisfaisant, moi je trouve. Hein, la batterie fait 8,9 kW, si je ne me trompe pas. Bon, moi je trouve c'est suffisant, surtout que c'était des températures négatives si je me trompe pas cette année, même sur l'Île-de-France. Et évidemment, comme on est sur une hybride rechargeable, au pire des cas, voilà, si l'autonomie est pas suffisante, bah, ma voiture tournait en fonctionnement hybride. Donc je suis très content là-dessus. C'est vraiment pas une alerte, hein, les gens s'arrêtent dessus en disant dès qu'il fait froid on n'a plus d'autonomie. Bon, on n'a plus d'autonomie certes, mais on a généralement assez d'autonomie pour finir la journée, donc voilà. Et pour ce qui est donc de cette autonomie-là, il ne faut pas oublier que ce véhicule, au niveau de l'essence, pour les 900 km que moi qui m'affiche, d'ailleurs aujourd'hui, hop là, que je vous montre en live, aujourd'hui donc mon plein n'est pas fait parce que j'ai dû consommer un petit peu, mais voilà, même avec quasi plein, je suis à 823, sachant que j'ai eu des phases où le thermique a démarré. Voilà. Et pour avoir cette autonomie de 900 km, il ne faut pas oublier que le véhicule a un réservoir de, si je ne me trompe pas, il est entre 42 et 45 litres, puisque c'est pas très clair, il faudrait que je regarde dans la notice constructeur. Mais c'est 42 ou 45 litres, là où la plupart des autres berlines tournent à 60 litres, 50 litres en fonction des marques et tout. Donc voilà, pour les 5 litres au 100, hein, n'oubliez pas que c'est un plein de 42 à 45 litres, hein, vérifiez. Moi je trouve que c'est impeccable, pas un gros réservoir, donc ça fait un peu mal au portefeuille, hein, comme on dit, et c'est largement satisfaisant. Donc pour parler d'autre chose aussi, j'ai une question, une personne qui pensait que il fallait rouler sur des œufs comme il dit quand on voulait accélérer et éviter de faire déclencher le thermique. Alors honnêtement non, franchement pas du tout, hein. À partir du moment où le véhicule est en mode EV, donc en électrique, il suffit de rouler, franchement on fait sa vie. S'il y a des phases d'accélération, on accélère, il n'y a pas de souci. Comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, hein, normalement il y a la jauge à gauche qui permet de voir si on est en phase charge, éco ou power. En roulant au quotidien, même en voulant faire un dépassement ou déjà en ville, aucun problème, on peut très bien se détacher de la circulation, se détacher à un feu rouge sans que le thermique se déclenche, hein. Sur autoroute, alors évidemment ça manque un petit peu plus de peps parce qu'on a besoin de plus d'énergie, mais ça ne veut pas dire qu'on va rouler en mode 2 chevaux et que tout le monde va nous coller derrière. La voiture mettra un peu plus de temps qu'évidemment une voiture qui a 200 chevaux, mais on peut très bien rouler jusqu'à 110 km/h. Moi j'ai aucun problème pour me détacher, pour accélérer, pour mettre un petit coup de boost sans déclencher le thermique. Je le dis vraiment, les gens pensent qu'on doit vraiment rouler tout doucement et tout. Je pense qu'une voiture où on doit rouler sur des œufs et tout, ça se vendrait pas beaucoup, ça marcherait pas beaucoup, c'est mon avis, mais voilà. Donc celle-là est très bien réglée, je trouve. Évidemment, au-delà de 110 km/h,
la puissance va être limitée, hein, c'est pas là où la voiture est la plus efficace. Et au-delà de la puissance, c'est surtout aussi l'autonomie. Là, vous atteindrez pas les 60 km comme je vous ai annoncé, hein, ce sera bien plus court. De toute façon, c'est le point, on va dire, amélioré sur les voitures électriques, c'est que, on va dire, les voitures de moyenne gamme, sans citer les grandes marques, hein, au-delà de 110 km/h en électrique, évidemment, c'est là qu'elles consomment le plus. Mais ça, je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Ensuite, pour ce qui est d'usage au quotidien, donc je fais beaucoup de voies rapides et j'utilise, honnêtement, j'achète un véhicule, généralement j'adore utiliser un peu toutes les options que j'ai. C'est pour ça que je préfère avoir toutes les options qui sont prévues pour le véhicule, hein. Lui, je vous ai fait quelques vidéos parlant du LKA, donc le maintien dans la voie active, hein. Donc, honnêtement, moi, je le trouve super. Franchement, pour un véhicule de cette catégorie-là, donc qui n'est pas annoncé comme un autopilote, hein, je le trouve vraiment super. C'est très confortable en fait quand on fait des longs trajets, par exemple. Je suis vraiment 2 fois moins fatigué, hein, moi, pour les trajets Paris-Bretagne, Paris-Sud et tout ça. C'est très agréable. J'ai pas d'effet ping-pong que certaines personnes parlent, donc qui veut dire que le véhicule a tendance à se déporter à gauche, et puis il voit qu'il est à gauche, donc il met un coup à droite, il remet un coup à gauche. Honnêtement, je l'ai pas ressenti sur ce véhicule. Je trouve franchement qu'il se débrouille bien. Je suis même frustré qu'on puisse pas, on va dire, relâcher les mains un petit peu plus longtemps avant que la voiture commence à nous prévenir. Mais bon, ce n'est pas un autopilote, hein, voilà, faut attendre le niveau 3, hein, pour que ce soit faisable, ce genre de choses. Moi, je suis vraiment content, d'autant plus que avec la direction qui reste bien dans sa voie, qui est réservée aux voies rapides, hein, évidemment, parce que dès qu'on commence à avoir des virages un peu serrés, ça va clairement se déconnecter. Ce n'est pas fait pour, hein. Mais au-delà de la direction qui, moi, je trouve fonctionne bien, je trouve aussi que la gestion évidemment de déplacement, donc arrêt quand un obstacle, et puis quand l'obstacle avance, le véhicule se déplace, je trouve qu'il est très très bien géré. Il marche très bien, je m'en sers, mais vraiment beaucoup au quotidien, principalement dans les bouchons à faible allure. Au-delà 50 km/h, j'évite de m'en servir, hein, quand il y a un peu de monde. Donc moi, je suis vraiment content de ça. Les points à améliorer là-dessus, hein, ceux qui font un petit peu bizarre, c'est donc sur les deux aspects direction et gestion avancée et freinage. C'est que sur la direction, donc à 130 km/h, quand le LK, donc le maintien dans la voie active, est en marche, si on lâche les mains, chose que je vous déconseille évidemment à 130 km/h, on ne doit pas lâcher les mains, on voit que le LK est actif en permanence, et ça se traduit par le volant qui, je le vois, osciller très légèrement, comme s'il se mettait à vibrer, qu'il avait un petit problème de direction. C'est un tout petit ressenti, hein, ça ne veut pas dire que c'est une panne ou quoi que ce soit. Parce qu'en temps normal, on a les mains sur le volant, donc moi je conduis avec les mains sur le volant ou un peu reposées vers le bas. Ça filtre ce petit mouvement. C'est assez étrange. À 110 km/h, je ne l'ai pas, en dessous, je l'ai encore moins. 130, voilà, ça bouge très légèrement. On voit le volant qui fait gauche-droite, 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 mais c'est très très léger. Ça n'a pas l'air de générer de gêne ou quoi que ce soit. Et pour ce qui est l'autre point amélioré pour la gestion du déplacement, le seul point que je trouve qu'ils auraient pu améliorer Hyundai, hein, sur le LKA, c'est que le véhicule, quand on est en LKA et gère le déplacement, et qu'un véhicule s'arrête devant, donc la Ioniq s'arrête sans problème, mais l'arrêt est un peu brusque en fait, je trouve. Mécaniquement, on a tendance, nous, comme on apprenait à l'auto-école, à freiner jusqu'à l'arrêt, et une fois que l'arrêt s'approche, on relâche un peu le frein. J'ai l'impression que ça n'a pas été programmé sur cette voiture, qu'elle a tendance à freiner, et garder la même intensité de freinage jusqu'à l'arrêt total, ce qui fait que ça se traduit par un petit léger à-coup. Bon, ça le fait plus ou moins en fonction, je sais pas, de certaines phases. Ça peut devenir un peu fatigant des fois, hein, dans les bouchons, quand ça s'arrête et tout. Moi je fais avec, hein, c'est prêt à payer pour relâcher mon pied dans les phases de bouchon, parce qu'elle les gère très très bien par ça. Voilà. Sinon, un avis sur les équipements. Alors, tous les boutons fonctionnent bien. Avec le temps, heureusement que ça n'a pas lâché, hein. En moins de 2 ans, ça aurait été triste. Donc tout fonctionne bien, il n'y a pas de bouton qui fonctionne à moitié ou qui ne fonctionne plus du tout. Les rétroéclairages sont tous là.
pas de sensation de bizarre ou de plastique, donc tout est nickel. Il y a juste une petite particularité, c'est pas un défaut, c'est pas un bug, mais c'est la disposition des boutons qui sont à droite du levier de vitesse. Moi dans les véhicules j'aime bien utiliser à peu près toutes les options qui sont fournies avec, hein, c'est pour ça que je l'achète. Hop là, si je vous fais un petit zoom, ce qui est dommage, c'est que ici, au niveau de la position des boutons qui sont à droite du levier de vitesse, donc les radars de recul, la caméra view derrière et puis les climatisations, en fait, en position normale, quand le levier est sur drive, donc hop là, en position arrière, c'est tout bête, on a tendance à regarder la route et quand on veut appuyer dessus, et ben en fait, on voit pas les boutons à droite. Ça, c'est un truc qui est un peu bête, c'est idiot, hein, c'est comme ça. Mais bon, bah, c'est un petit peu dommage parce qu'il faut savoir où les boutons sont situés pour pas appuyer sur la mauvaise chose, quoi. Donc voilà. Sinon, à part ça, c'est quand même bien disposé. J'avais un peu peur des touches tactiles, hein, parce que c'est tactile, hein, mine de rien. Sensitive tactile, hein, c'est la même chose. Ça marche bien, c'est pas trop mal fait. On fait pas trop d'erreurs. Puis les boutons physiques qui sont à gauche sont facilement accessibles. Donc non, pas de souci. Mon toit ouvrant fonctionne toujours nickel. Pas d'alerte à ce niveau-là, donc top. Sinon, si on passe au niveau de la phase de charge de véhicule, alors moi c'est un véhicule que je suis dans mon garage là, je branche dès que le lendemain je vais au travail, donc si je sais que je vais pas au travail, je ne la charge pas, mais je la charge donc quasiment 5 fois par semaine. J'ai eu des phases, c'est à améliorer, ça je pense c'est vraiment le point négatif, on va dire, c'est peut-être pas de la voiture, mais je pense c'est peut-être même de l'appli BlueLink en fait. J'ai eu des phases et des mauvaises surprises où le matin, le véhicule n'avait pas chargé en fait. Donc c'est un peu désagréable. J'ai envie de dire heureusement que c'est pas une 100% électrique, parce que je pense que j'aurais été dans le caca, comme on dit, hein. Voilà, du coup il y a eu des matins où j'ai dû utiliser le moteur thermique pour compenser le manque d'énergie dans la batterie. C'est une chose que je n'arrive pas à expliquer. Pas mal de personnes sur le forum aussi ont eu cette panne là. Donc ce qui se passe, c'est qu'on programme donc le fameux créneau, hein, de charge souhaité de la voiture. Et allez savoir pourquoi, moi c'est entre minuit et 7h du matin. Et allez savoir pourquoi, arrivé minuit, la voiture a décidé de ne pas charger tout simplement. Alors qu'elle devrait, vu que la batterie n'est pas à pleine. Donc en temps normal, on va dire on dort, donc on s'en rend pas compte, on a la mauvaise surprise le matin. Mais des moments où j'étais réveillé à minuit, je me suis rendu compte que, alors si la voiture n'avait pas démarré et que normalement elle devait démarrer, il suffisait soit de du coup débrancher la prise de charge, de la remettre, là elle comprenait qu'elle était dans son créneau et là elle se mettait à charger. Bon, en même temps on va pas faire ça si on dort, donc c'est un peu idiot. Ou autre chose, c'était sans débrancher le câble, si on renvoyait, vous savez, la plage de charge, le créneau de charge à la voiture pendant qu'elle est dans ce créneau de charge, et ben à ce moment-là, elle se mettait à charger. Donc je comprends pas ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre si c'est la voiture qui a un problème ou si c'est via peut-être l'application BlueLink qui envoie l'ordre de charge. Je partirais plus pour la voiture, honnêtement. Donc ça c'est pas top, franchement. Pas plus tard il y a quelques jours encore, la voiture a refusé de charger d'elle-même. Donc ce que je vous conseille si vous faites l'acquisition de cette voiture, c'est soit vous jouez pas avec, malheureusement, avec les fameux créneaux de charge qui sont programmables sur l'application. Tant pis, hein, vous la mettez, elle se met à charger tout de suite ou pas. Soit vous utilisez un petit programmeur, programmeur mécanique. Vous savez que vous mettez l'heure que vous souhaitez, ça fait très bien l'affaire, honnêtement. Ou soit si vous êtes un peu, on va dire, bidouilleur au niveau de la domotique, sans faire de publicité pour la domotique JDOM. Moi j'utilise JDOM pour ma maison. Et dedans il y a un petit module, donc BlueLink, qui permet de faire lancer des commandes. D'ailleurs qui permet de lancer plus de commandes que l'appli BlueLink qui est sur le téléphone. Et ben, sur JDOM il y a encore plus un plus grand panel. Et j'ai fait des programmations pour que tout simplement que mon JDOM, ma domotique, contrôle que si à minuit la voiture n'est pas à 100% et que le câble est branché et qu'elle n'est pas en train de charger, et ben que dans ce cas JDOM envoie l'ordre manuel à la voiture de charger. Je l'ai fait, ça marche très bien. Et je me suis mis une petite notification pour savoir si le matin, si elle avait chargé naturellement de BlueLink
ou de JDOM. Et malheureusement, la dernière semaine, j'ai eu plus de notifications qui me disaient qu'elle avait chargé de JDOM, ce qui prouve que l'application BlueLink de Hyundai a une lacune. Et ça, c'est pas génial, honnêtement. Franchement, j'espère que pour ceux qui sont en 100% LA, qui sont pas trop concernés par ce pépin. Voilà. Sinon, on peut contourner le problème, c'est pas bloquant, mais ça peut faire de mauvaises surprises le matin. Autre aventure que j'ai eue aussi, bon là qui était un petit peu plus sérieuse, mais qui se répare assez facilement quand même. J'ai eu le droit aux fameuses pannes de la 12 volts. Donc pour tout vous dire, j'y ai eu droit honnêtement peut-être je sais plus 3 mois après avoir eu la voiture, hein, donc ce qui est pas top. En plus j'étais à un mariage. Hein. Donc le classique, hein, j'arrive à la voiture. Bon, je pensais, j'avais pas verrouillé la voiture. Comme on était dans un domaine privé, les portes étaient fermées mais pas verrouillées. Et donc au moment de partir, hop là, ça c'est sympa, vous vivez une petite chute de caméra en live. Donc la caméra est refixée, c'est bon. Donc oui, j'ai eu une panne donc de la batterie 12 volts, hein, comme je disais au mariage, je m'approche du véhicule et évidemment j'appuie sur Power, sur Start Stop, il se passe plus rien du tout. Donc là, d'où l'utilité hein, de lire les notices. C'est chiant, mais moi je fais partie des gens qui lisent les notices, désolé. Il faut donc accéder donc, à la batterie, alors qui est physiquement soit dans le coffre, on joue directement là-dessus. Donc vous ouvrez le coffre, vous rabattez les sièges, parce que logiquement, voilà, tout est un peu verrouillé. Il faut ouvrir avec, vous savez, la petite méthode de secours là-dessus. On ouvre les portes arrière manuellement, on rabat les sièges, et une fois que les sièges sont rabattus, on peut mettre la clé pour déverrouiller le coffre manuellement. Ensuite, la batterie se trouve, donc si on est face à l'arrière de la voiture sur le côté droit, et on peut regarder ce qui se passe au niveau de la batterie là. Sinon, on peut aussi ouvrir le capot. Il y a 2 bornes donc, qui partent, qui sont connectées à la batterie forcément, qui sont sous le capot et qui rendent plus accessible pour pouvoir ponter. Donc j'ai réussi à me dépanner comme ça, hein. J'ai mis grosso modo une pince, un collègue est venu et puis voilà, on a ponté la batterie. La voiture a redémarré mais directement, sachant que ma batterie de propulsion elle était au moins à 80%. J'avais pas compris ce qui s'était passé, j'ai mis ça sur le compte du les portes étaient pas verrouillées, et comme le BlueLink m'envoyait en permanence des infos en disant porte non verrouillée, je me suis dit que ça avait vidé la voiture. Sauf que il s'est passé plus d'un an et demi sans problème, et il y a à peu près 2 mois, un matin, évidemment, un lundi matin, c'est plus sympa quand on va au travail. J'arrive, je me rapproche de la voiture et déjà je vois que les rétroviseurs s'ouvrent pas, donc je me dis ça sent pas bon, et effectivement panne 12 volts à nouveau. Donc je l'ai eu 2 fois en 1 an et demi, on va dire. Là pour le coup elle était en plus en train de charger, donc j'ai absolument pas compris. Donc bah la solution simple, on peut essayer de mettre une batterie en parallèle, sauf que j'avais fait des tests et j'ai mesuré la tension au niveau des bornes, elle était extrêmement basse, les limites c'était un début on va dire de destruction de batterie, hein, je vais un peu loin, mais voilà, il y avait que je crois 4 ou 5 volts aux bornes de la batterie. Donc là je l'ai rechargé, j'ai dû laisser la voiture, j'ai pris la moto, tant pis, et bah, j'ai appelé Hyundai. Rendez-vous pris, et comme la voiture est sous garantie, bon après des contrôles ils me l'ont changé, donc là-dessus pas de souci, hein. Pour moi mon garage que j'ai, ils sont vraiment top là-dessus, et en même temps la voiture est sous garantie, mais ils ont agi très très vite. Donc voilà, mais ce qui est chiant c'est que c'est, on va dire, la seule grosse maladie du véhicule. Si on est à la batterie d'origine, et bah peut-être qu'elle va tenir, peut-être qu'elle va nous faire une surprise un matin, ce qui est pas très agréable. Donc moi ce que je suggère c'est d'acheter, vous savez, les petits blocs. Maintenant ils font des petits boosters qui rentrent dans les poches maintenant, et d'en mettre un dans le coffre, ce qui est mon cas, je l'ai fait, même si j'ai une batterie neuve. Ça permet de ponter, et au moins ça permettra de dépanner, parce que une fois que la tension revient, le système redémarre mais tout de suite quoi en fait. Donc un peu bizarre comme panne. Hyundai, j'espère que vous avez résolu le problème sur les autres véhicules. Voilà. C'est grosso modo le seul gros souci que j'ai eu d'ailleurs, honnêtement. À part ça, pas de panne RAS. Sinon, avec le temps aussi, dans ma première vidéo, la vidéo où je fais le test général du véhicule, où je donne mon avis, à un moment je dis que donc la voiture est équipée d'une boîte de vitesse, hein, donc c'est une boîte robotisée, donc à double embrayage, et je dis qu'en électrique les vitesses ne passent pas. C'est une erreur, parce que d'ailleurs ça aura été compliqué, hein, je vois pas comment une voiture peut, en étant sur le premier rapport,
être de 0 à 110 km/h voire plus, hein, ça aurait été compliqué pour la batterie électrique. Mais les rapports passent bien donc en phase hybride, donc quand le thermique tourne, mais aussi bien en électrique. Donc c'est d'ailleurs rare, hein, c'est l'une des voitures qui utilise la boîte de vitesse quand elle est en phase électrique, ce qui a tendance à optimiser un peu son énergie aussi sur les vitesses un peu plus hautes, puisqu'elle doit utiliser un 5e ou 6e rapport peut-être en élec aussi. Mais voilà, la boîte de vitesse, les rapports passent bien même quand la voiture roule en EV. On peut pas les commander, il n'y a pas besoin honnêtement, hein, franchement elle se débrouille très bien. Et c'est très, on peut légèrement le ressentir, honnêtement, on le ressent surtout sur les phases de freinage. Et encore, je dis, quand on le cherche vraiment, au quotidien, on fait pas attention. Moi, ma femme dit qu'elle fait pas spécialement attention à ça, donc voilà. Mais voilà, donc juste pour rectifier, les rapports passent bien, même en phase électrique. Ceci dit, c'est complètement transparent pour la conduite, c'est vraiment juste pour rectifier ce que j'avais dit sur la vidéo précédente. Donc voilà, avec tout ce que j'ai un petit peu cité, j'ai plein d'autres choses en tête, mais si je dois faire un peu un topo, donc voilà, je ne regrette absolument pas ce véhicule, malgré les petits couacs que j'ai eu franchement. Il suffit de regarder, c'est l'un des véhicules les plus efficients, je le disais dès le début, ça se confirme toujours, il y a même des challenges qui se font apparemment par rapport à la consommation de ce véhicule, alors surtout pour la Ioniq électrique. Maintenant, comme ils utilisent la même plateforme, l'électrique est très efficiente, l'hybride est très frugal aussi, et la hybride rechargeable du coup elle cumule les deux points positifs, donc très bonne autonomie en électrique et très faible consommation en essence. Donc pour moi cette voiture elle a pas le mérite, elle a pas eu tant de mérite qu'elle devrait avoir, je pense vraiment. Maintenant aujourd'hui la mode va au SUV, hein, on veut des véhicules grands sous prétexte qu'on a besoin de place, qu'on a besoin de sécurité. Bon, comme j'ai entendu, et c'est une très bonne remarque, en même temps si tout le monde roule avec un tank sur Paris, c'est sûr qu'on sera tous en sécurité, mais bon, la raison n'est pas forcément là. Mais j'ai aucune envie de changer de véhicule pour le moment, hein, malgré la mode des SUV. J'ai 2 enfants en bas âge. Évidemment c'est pas un break, donc j'ai pas un coffre non plus de 500 litres, mais on fait avec ce qu'on a, hein. Nos parents roulaient bien avec des petites voitures, on peut très bien le faire avec des voitures raisonnables aussi. Je suis très satisfait, elle se conduit très bien, au quotidien j'ai rien à dire, elle est assez discrète. J'hésitais entre la Prius à l'époque, la Prius rechargeable qui était qu'en 4 places, qu'ils ont sorti en 5 places, et la Ioniq. Je suis très content de la Ioniq, vraiment, j'ai aucune raison de changer. Je pense la garder le plus longtemps possible, honnêtement. Et puis là, comme on est un peu aussi, vous savez, dans le cadre de transition énergétique, avec les fameuses vignettes, donc critère 1, tout ça, sachez que la Ioniq évidemment est en critère 1, elle ne pourra jamais être en critère 0 entre guillemets, puisque c'est pas une 100% élec. Là, les commissions européennes sont en train de revoir un peu le calcul justement par rapport aux émissions, aux consommations des hybrides rechargeables qu'ils ont tous sortis à gogo, et que je trouve que c'est une aberration parce que beaucoup de véhicules, comme je dis sur d'autres forums, sont sortis, ils étaient initialement des thermiques, et juste pour voilà, parce que le gouvernement entre guillemets a mis un peu le couteau sous la gorge aux constructeurs, les constructeurs se sont mis à implanter des batteries pour les rendre hybrides, mais les véhicules ne sont pas optimisés pour initialement, donc ce qui donne que ça donne des résultats assez aléatoires en fonction des véhicules. Celle-là, on verra ce que ça donnera, mais même s'il y a un recalcul au niveau des émissions et puis de l'indice de pollution, on peut appeler ça comme ça, vu les consommations que j'ai, que les consommations que les autres personnes qui ont des Ioniq rechargeables ou même hybrides ont, je pense qu'elle sera quand même dans le meilleur classement, dans un très bon score, malgré la mise à jour en fait de ce recalcul. Donc je suis vraiment pas inquiet là-dessus. Avec un peu de chance, ça fera peut-être valoriser le véhicule encore plus. L'avenir nous le dira, ou peut-être que je me trompe totalement, l'avenir nous le dira aussi, mais je suis assez confiant. Je pense qu'il faut être assez raisonnable maintenant, et je trouve que ce véhicule là c'est vraiment la philosophie de ça, c'est un véhicule efficace et très raisonnable. Donc voilà, pour moi la Ioniq, très bonne voiture. La production est terminée d'ailleurs, on verra ce que ça va donner sur le marché d'occasion, comme je disais.
Maintenant, je vous invite à donner votre avis d'ailleurs à ce sujet. Si vous avez une Ioniq, ce que vous en pensez. Si vous comptez acheter une Ioniq, quelles questions vous avez, quelles sont vos inquiétudes. Et puis, si vous trouvez que la Ioniq aussi, évidemment, est pas du tout, celle que vous attendez, peut-être pas aussi efficace que ce que vous pensez, ou vous avez eu des malheurs, il ne faut pas hésiter à échanger, avec le respect bien sûr, hein. On pourra en discuter avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai donné mon avis vraiment de façon naturelle. J'aime pas trop rentrer dans les chiffres, honnêtement. Un véhicule pour moi c'est fait pour être utilisé, pas pour être en permanence sur les chiffres. Donc j'ai donné mon ressenti un peu, voilà, pour vous dire mon aventure avec ce véhicule que j'espère garder le plus longtemps possible, mais vraiment, hein. J'aime bien garder des voitures longtemps moi, donc ça c'est chouette. Maintenant, comme je vous ai dit, pour vous résumer un petit peu tout ça, hein, j'ai mes notes, hein. Donc je suis entièrement satisfait. Le véhicule, donc comme je vous ai dit, hein, j'ai 900 km en autonomie en essence. Je rajoute à ça les 60 km en électrique, donc ça c'est impeccable. Le réservoir, c'est un plus petit réservoir, donc qui fait 42 à 45 litres comme je disais, qui a vérifié. Pendant la période d'hiver, ça s'est quand même très bien fait, hein. J'ai pas eu non plus 20-30 km. Pardon, j'ai pas eu 20 ou 30 km d'autonomie, donc vraiment content à ce niveau là. La puissance est parfaitement adaptée. En même temps, on peut pas avoir un véhicule qui consomme très peu et qui est extrêmement puissant, jusqu'à preuve du contraire. Ça devient compliqué, hein. Pas toutes les voitures arrivent à faire ça, ou ça coûte très cher, hein. Donc voilà. Circulation en ville vraiment sans problème. Je peux me détacher de la circulation en électrique sans déclencher le thermique sans problème. Donc pas de mauvaise surprise à ce niveau là. Les équipements LEK, j'ai eu aucun bug, aucune terreur, aucune chose qui font que le véhicule m'a fait un truc qui aurait pu me mettre dans le tas, hein. Non, bien pensé, il a bien réagi, donc très content, très confortable sur les longs trajets. J'ai pas de bug au niveau des options aussi. Tout va bien, je touche du cuir. Et puis voilà, juste les petits bugs au niveau de la charge et puis de la panne d'ouzole que j'ai eu, qui peuvent se résoudre assez facilement, hein, quand même, sachant que le véhicule a quand même une garantie de 5 ans, je le rappelle, hein, de mémoire, hein. Donc pas hésiter à aller chez Hyundai si jamais il y a un problème, hein, ils sont là pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit peu long, mais je préfère partager un peu avec vous. J'essaierai de faire des vidéos si j'ai d'autres aventures là-dessus, et puis à bientôt. N'hésitez pas à échanger, prenez soin de vous, et puis restez prudents sur la route. Allez, salut!